Chapitre 5. Biais de l'appréhension du hasard. Le cerveau humain est une machine à construire du sens, des histoires. Nous voulons sans cesse trouver les raisons, les explications de ce que nous observons. Par exemple, un article dans Forbes, le 31 janvier 2020, titrait « Les 5 secrets du succès de Warren Buffett ». Lorsque nous sommes en quête de sens, il n'y a rien de pire que d'en venir à invoquer le hasard comme explication ultime. Car dans ce cas, il n'y a plus rien à expliquer. Si l'article dans Forbes avait été la raison essentielle du succès de Warren Buffett, la chance, 3 lignes de développement auraient suffi. De la même façon que la nature a horreur du vide, le cerveau a horreur du hasard et n'aura de cesse de sous-estimer le rôle et les effets. Kahneman résume ainsi cette idée fondamentale. Nous sommes des quêteurs de logique, nous voulons croire en un monde cohérent où les régularités ne surviennent pas par accident, mais comme conséquence d'une causalité mécanique ou de l'intention de quelqu'un. Ne nous attendons pas à ce qu'un processus aléatoire aboutisse à de la régularité et quand nous repérons ce qui semble être une règle, nous nous empressons de rejeter l'idée qu'en fait, le processus est bel et bien aléatoire. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, un opérateur humain chargé de surveiller l'information fournie par un radar était confronté au même problème en permanence. Distinguer dans cette information les éléments significatifs, les points indiquant la présence d'avions ennemis, les éléments non significatifs, les points indiquant la présence de nuages, de nuées d'oiseaux, etc. L'information fournie par un radar comporte donc une part de signal et une part de bruit. Le signal que l'opérateur humain cherche à détecter est noyé dans du bruit. Prendre une décision sur la base d'une information bruitée revient à prendre une décision en situation d'incertitude. Ce type de décision est omniprésent dans la vie quotidienne, en finance, décider sur la base du cours d'une action s'il faut vendre ou acheter. En médecine, décider sur la base d'une image radiographique s'il y a présence d'une tumeur ou non. En justice pénale, décider sur la base des éléments du dossier si l'accusé est coupable ou innocent. En psychologie cognitive, la théorie de la détection du signal modélise la prise de décision en situation d'incertitude. Elle a justement été élaborée dans les années 50 pour analyser comment un opérateur humain face à un radar prend ses décisions. Cette théorie décrit mathématiquement la façon dont nous prenons une décision sur la base d'une information bruitée. Le point de départ de la théorie de la détection du signal consiste à identifier les 4 cas de figure auxquels donne lieu une prise de décision en situation d'incertitude. La décision correcte, vrai positif, l'opérateur pense qu'il y a présence d'un avion ennemi et il y en a bien un. La fausse alarme, le faux positif. L'opérateur pense qu'il y a présence d'un avion ennemi alors qu'il n'y en a pas. Le rejet correct, vrai négatif. L'opérateur pense qu'il y a absence d'un avion ennemi et il n'y en a pas. L'omission, faux négatif. L'opérateur pense qu'il y a absence d'un avion ennemi alors qu'il y en a un. Il y a donc 2 décisions exactes possibles, détection correcte et rejet correct. Et 2 décisions erronées possibles, fausse alarme et omission. En général, nous sommes plus enclins à faire des fausses alarmes que des omissions, c'est-à-dire avoir du signal là où il n'y a que du bruit, plutôt que de louper le signal. Il y a une raison biologique à cela, c'est l'évolution qui nous a façonnés ainsi. Pour nos ancêtres, chasseurs-cueilleurs, dont l'enjeu principal était la survie dans un environnement incertain, crier au loup pour rien, fausse alarme, constituait une erreur nettement moins coûteuse que de ne pas voir arriver le loup, omission. Nous sommes donc biologiquement biaisés en faveur des fausses alarmes, et cette tendance se manifeste dans des occasions nombreuses et diverses. Par exemple, lorsqu'une personne est accusée d'un crime, nous sommes plus enclins à croire qu'elle est coupable qu'à croire qu'elle est innocente. Nous sous-estimons le rôle du hasard et cette tendance se manifeste au travers de plusieurs biais cognitifs. L'erreur du joueur et la main chaude. 2 biais cognitifs altèrent notre perception d'une séquence d'événements aléatoires. L'erreur du joueur associée au jeu de hasard et la main chaude associée au basket en particulier et au sport en général. Prenons par exemple le jeu de pile ou face. Admettons que la pièce soit tombée sur pile aux 5 premiers lancers. L'erreur du joueur consiste à croire que la pièce a plus de chances de tomber sur face au lancer suivant
parce que la roue tourne. Au contraire, la main chaude consiste à croire que la pièce a plus de chances de tomber encore sur pile ou lancer suivant parce qu'une série est en cours. L'erreur du joueur et la main chaude sont des croyances relatives au cas où l'on repère un événement aléatoire. Le côté sur lequel tombe une pièce de monnaie lancée en l'air par exemple. Et elle repose sur la même erreur, croire que le passé, les résultats au lancer numéro 1 prédit le futur, résultat du lancer futur. Il s'agit bien d'une erreur car les résultats aux différents lancers sont statistiquement indépendants. Pourtant, la plupart d'entre nous sommes convaincus qu'un phénomène tel que la main chaude existe vraiment. Nous avons tous déjà vu un joueur de basket en pleine réussite enchaîner les paniers, comme Michael Jordan lors du premier match de la finale NBA en 92. Dans les années 80, une célèbre étude avait révélé que la main chaude au basket n'existe pas. La probabilité de réussir un tir est indépendante des résultats au tir précédent. En NBA, la probabilité qu'un joueur réussisse un tir sachant qu'il a réussi le tir précédent, les 2 tirs précédents ou les 3 tirs précédents se situe toujours aux alentours de 50%. La main chaude est une illusion cognitive reflétant notre tendance à voir des séquences là où il n'y a que de l'aléatoire. Mais la main chaude peut exister dans certains domaines. Les paris sportifs par exemple. Une étude publiée en 2014 dans la revue Cognition a montré que dans ce cas, la main chaude existe à cause de l'erreur du joueur. Les 2 auteurs de l'étude, Xuemeng Xu et Nigel Harvey, ont analysé 565 915 paris sportifs pris par 776 internautes au cours de l'année 2010. Ils ont réalisé leurs analyses séparément pour 3 devises, GBP, Euro et USD. Xu et Harvey ont commencé par analyser les séquences de paris gagnés consécutivement et celles de paris perdus consécutivement, longueur de 6, afin de vérifier si dans ces cas de figure on observe la main chaude, on continue de gagner lorsque l'on gagne ou de perdre lorsque l'on perd. Ou au contraire, l'erreur du joueur, on se met à perdre lorsque l'on gagne ou on se met à gagner lorsque l'on perd. Il s'avère que la main chaude existe mais pas l'erreur du joueur. Les joueurs qui sont dans une séquence gagnante augmentent leurs chances de gagner le prochain pari à chaque nouveau pari, main chaude. Et les joueurs qui sont dans une séquence perdante augmentent leurs chances de perdre le prochain pari à chaque nouveau pari, main froide. Xu et Harvey ont ensuite examiné l'évolution des codes des paris choisis par les joueurs qui ont la main chaude et celles que l'on observe chez les joueurs qui ont la main froide. Il s'avère que les joueurs ayant la main chaude prennent des paris de moins en moins risqués, côté faible, alors que les joueurs ayant la main froide prennent des paris de plus en plus risqués, cote élevée. Cette observation révèle que les joueurs croient à l'erreur du joueur. Parce qu'ils pensent que la roue va tourner, les joueurs qui ont la main chaude prennent des paris de moins en moins risqués, tandis que les joueurs qui ont la main froide prennent des paris de plus en plus risqués. Or, c'est précisément parce que les joueurs croient à l'erreur du joueur que l'on observe le phénomène de la main chaude. En choisissant des paris de moins en moins risqués, le joueur ayant la main chaude augmente leurs chances de continuer de gagner. Au contraire, en choisissant des paris de plus en plus risqués, les joueurs ayant la main froide augmentent leurs chances de continuer de perdre. Il se produit donc une prophétie autoréalisatrice inversée. Anticipant qu'ils vont se mettre à perdre ou gagner, les joueurs gagnants ou perdants adoptent un comportement qui fait que la prophétie inverse se produit. Ils continuent de gagner ou de perdre. Débiaising. Les biais cognitifs sont similaires aux illusions perceptives. Leurs effets persistent alors même que nous n'en sommes conscients. Ceci est particulièrement vrai pour les biais tels que l'erreur du joueur et de la main chaude. Lorsque nous enchaînons les succès, il nous est difficile de ne pas croire que la chance est avec nous et qu'il faut ainsi poursuivre de la même façon. Le meilleur moyen de contrecarrer ces biais consiste à se rappeler que lorsqu'un résultat dépend essentiellement du hasard, par exemple la réussite dans un secteur hyper concurrentiel, le passé ne prédit pas l'avenir. Les succès passés ne prédisent pas la réussite future. Au casino, même si vous avez misé 5 fois de suite sur la bonne couleur, à la roulette, la probabilité de miser sur la bonne couleur au coup suivant reste la même, un peu moins de 50%. Et rappelez-vous que le seul moyen de gagner de l'argent au casino est d'en posséder un. Exemple.
Directeur de service de 150 personnes accumule les réussites depuis environ 12 mois dès son entrée en fonction. Il est perçu comme un top gun dans l'entreprise. Il a son palmarès de belles réalisations commerciales, mais aussi sur un plan organisationnel et humain. Il a réussi à mettre en place une nouvelle organisation qui avait du mal à se concrétiser et l'ensemble de ses collaborateurs mentionnent leur satisfaction à être dans une équipe valorisante. Très en confiance du fait de ses succès, le directeur va s'engager dans un projet de déménagement de son équipe dans des nouveaux locaux pour montrer l'identité de cette dernière. Il arrache la décision de ce déménagement au comité de direction et lance ce projet d'envergure qu'il juge important. Cependant, après quelques mois, ce projet n'avance pas aussi vite que prévu et un nombre important de collaborateurs souhaitent changer de direction pour rester au siège de l'entreprise. Le directeur a pensé que toutes ces décisions étaient des succès. Or, il a agi seul, sans prendre la peine de consulter ses collaborateurs, dont les projets étaient différents et surtout ces derniers ont vu dans ce déménagement davantage un projet personnel que collectif. Pensant que la chance était avec lui, ce directeur a été victime du biais de la main chaude. Conseil: ne pas penser que les succès nous permettent de marcher sur l'eau. La régression vers la moyenne. Francis Galton était un scientifique britannique atypique du XIXe siècle. Touche à tout, il apporta des contributions significatives à l'anthropologie, la géographie, la météorologie et les statistiques. C'est également lui qui jeta les bases de la psychométrie, la branche de la psychologie qui étudie et mesure des traits psychologiques, personnalité, intelligence, motivation, etc. Cousin de Charles Darwin, Galton s'intéressait à l'hérédité, la transmission de caractère d'une génération à la suivante. L'une de ses célèbres études avait porté sur l'hérédité de la taille. Y a-t-il un lien entre la taille des parents et celle de leurs enfants? Pour répondre à cette question, Galton avait utilisé la méthode suivante. Dans une famille, on calcule la moyenne de la taille des parents, taille du parent moyen, et celle de leurs enfants, taille de l'enfant moyen. Et on fait cela sur un grand nombre de familles. Il s'avère que la corrélation entre la taille du parent moyen et celle de l'enfant moyen est élevée, ce qui suggère que la taille est largement héréditaire. Mais Galton avait relevé une autre régularité. Les enfants de parents de grande taille ont tendance à être plus grands que la moyenne, mais en moyenne, ils sont plus petits que leurs parents. Et inversement, les enfants de parents petits ont tendance à être plus petits que la moyenne, mais en moyenne, ils sont plus grands que leurs parents. D'une génération à la suivante, la taille a donc tendance à se rapprocher de la moyenne. Ce phénomène, appelé régression vers la moyenne, s'explique par le fait que la taille d'une personne résulte à la fois de facteurs systématiques, génétiques, et de facteurs aléatoires. Il est par définition peu probable que des facteurs aléatoires produisent le même effet à deux occasions différentes. En l'occurrence, il est peu probable que les facteurs aléatoires qui ont fait qu'un parent est grand produisent le même effet chez ses enfants. La régression vers la moyenne est un phénomène statistique que l'on observera dans tous les cas où un phénomène résulte au moins en partie de facteurs aléatoires, soit la plupart des phénomènes de la réussite à un examen à la performance d'un sportif. Par exemple, si le PSG débutait le championnat de France par 3 défaites d'affilée, il y aurait fort à parier que les résultats des matchs à suivre seraient meilleurs. Tout simplement parce que la conjonction de circonstances défavorables ayant conduit à cette sous-performance finirait par disparaître et la performance de l'équipe retournerait vers son niveau normal. Débiaising. Lorsqu'un phénomène résulte au moins en partie de facteurs aléatoires, par exemple la performance mensuelle d'un trader, des valeurs extrêmes, des outliers, seront parfois observées en raison de la conjonction fortuite de circonstances favorables ou défavorables. Dans ce cas, évitez de tirer des conclusions hâtives sur la base de ces valeurs extrêmes et inattendues et toujours se rappeler que le phénomène finira par revenir à son niveau standard. Exemple, le comportement des investisseurs. Sous-estimant la part et les effets du hasard, nous avons tendance à négliger la régression vers la moyenne. Cela nous rend par exemple enclins à penser que les gagnants resteront des gagnants tandis que les perdants resteront des perdants. Prenons le cas de la bourse. La performance des actions résulte à la fois de facteurs systématiques et aléatoires. Dans une étude célèbre, Richard Thaler avait montré que les investisseurs ont tendance à privilégier les actions ayant eu une bonne performance au cours des mois
des 3 à 5 dernières années au détriment des actions ayant affiché une mauvaise performance sur cette période. Pourtant, la régression vers la moyenne fait que ces secondes surperforment les premières de 30% dans les années qui suivent. Conseil: sachez remettre en cause les croyances fondées sur des séries au moins en partie aléatoires. L'illusion de compétence. Nous l'avons mentionné précédemment, la plupart des choses qui nous arrivent dans la vie sont à la fois le fruit de nos actions et du hasard. Nos destins sont en proie à une certaine fortune, bonne ou mauvaise. Cela est contre-intuitif, mais le hasard joue parfois un rôle déterminant. Le hasard peut notamment mener à des découvertes et des inventions majeures, ce à quoi renvoie le concept de sérendipité. Un célèbre exemple est celui de Christophe Colomb qui découvrit l'Amérique le 12 octobre 1492, alors qu'il cherchait à rallier le Japon et la Chine de Marco Polo par le chemin du Ponant par l'ouest. Pourtant, nous sous-estimons la part du hasard dans la réussite, ou dit autrement, nous surestimons la part de compétence. Ce biais cognitif est l'illusion de compétence. En effet, nous préférons voir la réussite de quelqu'un comme la conséquence de ses intentions et de ses compétences plutôt que comme le produit de circonstances favorables. Ce biais est donc un cas particulier de l'erreur fondamentale d'attribution. La tendance à davantage invoquer des facteurs internes que des facteurs externes dans l'explication des comportements. C'est l'illusion de compétence qui rend nombre de personnes enclines à penser que la réussite de Warren Buffett est entièrement due à ses compétences, au premier rang desquelles sa capacité à déceler les opportunités d'investissement. Mais une part de chance n'est pas étrangère à cette réussite. L'écrivain et philosophe Henri-Frédéric Amiel disait « Ayez de la chance, car le hasard joue un rôle immense dans les affaires. Ceux qui ont le plus réussi en ce monde l'avouent. Le calcul n'est pas inutile, mais le hasard se moque effrontément du calcul. » Le moyen le plus simple d'estimer la part de hasard ou de compétence dans une performance consiste à regarder si le classement des individus est stable dans le temps. Il suffit pour cela de calculer la corrélation entre les classements établis à différents moments. L'idée est que la performance est déterminée par le hasard. Moins le classement devrait être stable dans le temps. Imaginez qu'une société de divertissement se mette à organiser chaque année le championnat du monde de la bataille, le jeu de cartes. Comme ce jeu est entièrement déterminé par le hasard, les classements des joueurs d'une année à l'autre seraient totalement indépendants, corrélation nulle. Au contraire, les classements dans les activités et sports mettant en jeu les habiletés comme le tennis ou les échecs sont très stables dans le temps. Des biaisings. Pour contrecarrer l'illusion de compétence, l'objectif est de mettre en évidence la part de hasard impliquée dans une performance. Si des données sont disponibles, la meilleure méthode pour cela est la corrélation entre les classements des individus, traders, commerciaux, managers, etc. Plus la corrélation entre les classements est faible, plus la part de hasard est importante. Exemple. La performance des traders relève-t-elle du hasard ? Daniel Kahneman a utilisé la méthode de la corrélation entre les classements pour mesurer la part de hasard dans la performance des traders. Kahneman avait été sollicité par une société de Wall Street pour donner une conférence sur la prise de décision. Il avait alors demandé aux dirigeants des données internes de l'entreprise qui lui permettaient d'illustrer les propos de sa conférence. Parmi ces données, Kahneman était tombé sur un petit trésor, le classement annuel sur 8 années consécutives de 25 traders suivant leur bonus de fin d'année, donc suivant leur performance. En calculant les corrélations entre toutes les paires de classements, entre le classement de l'année 1 et celui de l'année 2, entre le classement de l'année 1 et celui de l'année 3, etc., soit 28 corrélations au total. Kahneman avait constaté que la corrélation moyenne était nulle. La corrélation entre les classements des traders, suivant leur performance financière d'une année à l'autre, est identique à la corrélation entre les classements des joueurs du championnat du monde de la bataille d'une année à l'autre, nulle. La part de hasard dans la performance des traders est donc conséquente, mais la majorité d'entre eux pensent que cette performance tient de la compétence. C'est cette même illusion de compétence qui fait que nombreux investisseurs surestiment leur capacité à abattre le marché. Le biais du résultat. Considérez la situation suivante. Lors d'une séance de tir au but, une équipe a la possibilité de remporter la finale d'un tournoi si elle marque le prochain tir. Afin de déstabiliser le gardien adverse, l'entraîneur choisit pour ce tir un jeune joueur qui a peu tiré de pénalty en match jusqu'à présent. Le joueur a marqué et son équipe a remporté la finale. Comment évaluez-vous la décision de l'entraîneur d'avoir fait tirer ce joueur ?
Dans ce genre de cas, nous avons tendance à évaluer la décision en nous fondant excessivement sur le résultat que celui-ci a produit. Nous avons ainsi tendance à surestimer la qualité des décisions ayant produit un résultat positif et à sous-estimer la qualité des décisions ayant produit un résultat négatif. C'est le biais du résultat. Dans une étude, on avait présenté aux participants 2 versions d'une même situation décrivant une décision individuelle. L'une des versions était: un homme de 55 ans souffre d'une maladie cardiaque. Il a dû arrêter de travailler à cause des douleurs de la poitrine. Il aimait son travail et ne voulait pas s'arrêter. Ces douleurs ont eu d'autres effets négatifs, par exemple sur sa capacité à voyager et sur ses loisirs. Un pontage coronarien réussi soulagerait sa douleur et augmenterait son espérance de vie de 65 à 70 ans. Cependant, 8% des personnes qui subissent cette opération décèdent des suites de l'opération elle-même. Son médecin a décidé de procéder à l'opération. L'opération a échoué et l'homme est décédé. L'autre version était strictement identique, mais indiquait un résultat différent. L'opération a réussi. Dans les 2 cas, les participants devraient évaluer la qualité de la décision prise par le médecin sur une échelle en 7 points. Les résultats montrent que la décision d'opérer le patient est jugée meilleure dans la version où l'opération a réussi que dans la version où elle a échoué. Juger la qualité d'une décision au regard du résultat qu'elle a produit serait un heuristique valide si qualité et résultat étaient parfaitement corrélés. Mais la plupart du temps, le résultat d'une décision dépend aussi de facteurs aléatoires dont nous sous-estimons l'influence. « Fais ce que doit, advienne que pourra », dit le proverbe. Dès lors, une bonne décision peut donner lieu à un résultat négatif, en cas de circonstances défavorables, et une mauvaise décision peut donner lieu à un résultat positif, en cas de circonstances favorables. Le fait de sous-estimer la part de hasard et de surpondérer le résultat dans l'évaluation d'une situation est illustré par le problème de la chance morale. Imaginez les 2 cas suivants. Dans un moment d'inattention, un conducteur A brûle un feu rouge au moment où un enfant traverse le passage piéton. Le conducteur essaie d'éviter l'enfant, mais le percute, provoquant ainsi son décès. Un conducteur B brûle le même feu rouge, mais personne ne traverse le passage piéton à ce moment. Lequel des 2 conducteurs est le plus blâmable? Se fondant sur un principe utilitariste selon lequel une situation doit être évaluée au regard de ses conséquences, la plupart des personnes estiment que le conducteur A est davantage blâmable que le conducteur B. Pourtant, la seule différence entre les 2 cas est un événement externe incontrôlable, le passage d'un piéton à ce même moment. Or, nous sous-estimons le fait que c'est cet événement externe qui est à l'origine de la différence de résultat entre les 2 cas, pas l'intention des conducteurs. La présence du biais du résultat chez une personne montre que celle-ci évalue davantage la qualité d'une décision au regard du résultat qu'elle a produit que suivant des critères pertinents. Le processus de décision, sa temporalité, sa collégialité, etc. Ainsi, la présence de ce biais cognitif chez un décideur peut laisser planer un doute sur sa capacité à prendre de bonnes décisions. Des biaisings. Lorsque nous évaluons une décision de façon rétrospective, évaluer le ou les décideurs sur la qualité du processus de décision plutôt que sur le résultat de la décision, dans ce processus, toutes les informations disponibles ont-elles été prises en compte? Une analyse coût-bénéfice a-t-elle été réalisée? La décision a-t-elle été prise de façon collégiale? Des avis externes ont-ils été sollicités, etc. Exemple. À un tournoi de poker, un joueur à votre table n'ayant plus beaucoup de jetons fait tapis pré-flop. Vous avez une paire d'as, votre stack est bon et vous suivez logiquement, le joueur retourne une paire de 8. Vous êtes donc largement favori. Manque de chance, un 8 sort au flop et vous perdez cette main. Pourtant, vous avez pris la bonne décision. Le poker est une bonne illustration du fait que, dès lors que le hasard intervient, le résultat n'est pas un indicateur parfait de la qualité de la décision sous-jacente. La finance est un autre exemple où la tentation du biais du résultat est forte. Une étude récente a montré que des agents financiers prenant des décisions risquées ont tendance à être évalués et récompensés par leurs managers sur la base de leurs résultats bruts, alors même que ceux-ci dépendent en grande partie du hasard. De plus, ces managers préfèrent un agent n'ayant pas respecté les consignes d'investissement, mais ayant obtenu un bon résultat par chance, à un agent ayant respecté les consignes, mais ayant obtenu un mauvais résultat. Conseil. Dissocier la qualité et le résultat d'une décision. Autodiagnostic des biais dans l'appréhension du hasard. Nous voulons toujours expliquer ce que nous vivons.
Notre quête de sens est infinie, dans une logique d'apprentissage, mais aussi dans un besoin d'explication qui constitue une forme de pouvoir individuel sur le cours du réel. Nous sommes à l'affût d'éléments logiques, explicatifs, pour avoir l'impression de ne pas subir ce qui nous arrive. Dans cette quête de sens et d'explication, nous sous-estimons le rôle du hasard. Cette tendance générale se manifeste par des biais cognitifs tels que l'erreur du joueur à la main chaude, la régression vers la moyenne, l'illusion de compétence et les biais de résultat. Auto-évaluez-vous sur ces différents biais par une note de 1 à 5. 1 signifiant une faible exposition au biais, 5 une forte exposition au biais. Afin d'obtenir votre profil, cet exercice peut se faire pour une équipe en collectif. Biais. Erreur du joueur et main chaude. Définition. Croire qu'une série en réalité aléatoire va s'inverser, erreur du joueur, ou se poursuivre, main chaude. Évaluer de 1 à 5. Débiaising. Se rappeler que lorsqu'un résultat dépend essentiellement du hasard, le passé ne prédit pas l'avenir. Si les données sont disponibles, analysez la série dans le temps pour montrer l'indépendance des résultats successifs. Deuxième biais, régression vers la moyenne. Définition, si une variable aléatoire donne lieu à une valeur extrême à une certaine occasion, elle aura tendance à se rapprocher de la moyenne lors de la prochaine occasion. Évaluer de 1 à 5. Débiaising, éviter de tirer des conclusions hâtives sur la base d'observations extrêmes et inattendues, des outliers, et toujours se rappeler que le phénomène finira par revenir à un niveau standard. Illusion de compétence. Définition, voir la réussite de quelqu'un comme la conséquence de ses intentions et de ses compétences plutôt que comme le produit de circonstances favorables. Noter de 1 à 5. Débiaising, accepter la notion de hasard. Si des données sont disponibles, utilisez la méthode de la corrélation entre les classements des individus, commerciaux, managers, etc. Plus la corrélation entre les classements est faible, plus la part de hasard est importante. Biais du résultat. Surestimer la qualité des décisions ayant produit un résultat positif et sous-estimer la qualité des décisions ayant produit un résultat négatif. Noter de 1 à 5. Biais de débiaising. Évaluer le ou les décideurs sur le processus de décision plutôt que sur le résultat de la décision.